Bienvenue dans le débat. Narendra Modi, invité d'honneur au défilé militaire du 14 juillet à Paris. Le Premier ministre indien est arrivé ce matin, accueilli par Elisabeth Borne. L'année dernière déjà, Modi avait été le premier dirigeant étranger à rendre visite à Emmanuel Macron, tout juste réélu. C'est donc son 6e déplacement en France. Une nouvelle consécration pour le leader hindou nationaliste après celle de Washington, où il a été reçu fin juin dans le cadre d'une visite d'État. C'est aussi l'occasion pour le chef de l'État français de consolider une relation stratégique avec un acteur international clé. Modi est néanmoins accusé par les ONG de dérive autoritaire. Alors, quelle est la relation de la France et de l'Inde ? L'Inde est-elle le champion des BRICS ? Est-elle une démocratie illibérale ? Et comment finalement se positionne le pays entre les blocs ? Voilà les questions que nous avons posées à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Shumona Sinha. Bonsoir. Bonjour, bienvenue bonsoir. Dans le débat. Vous êtes écrivaine, vous êtes française mais d'origine indienne, et votre livre le plus récent est L'autre nom du bonheur était français. Il est publié chez Gallimard. Vous avez participé à organiser une manifestation aujourd'hui à Paris, place d'Iéna, pour dénoncer cette invitation de Modi. Eh bien, vous nous direz bien sûr pourquoi. Bienvenue à vous encore une fois. Merci. Tara Varma est avec nous. Bonsoir. Vous êtes chercheuse invitée à la Brookings Institution, ancienne directrice du bureau parisien de l'European Council on Foreign Relations et spécialiste de politique étrangère française et européenne en Asie et en particulier en Inde. Bienvenue à vous également. Mélissa Levaillant est avec nous ce soir, spécialiste de la politique étrangère indienne et des enjeux de sécurité en Indo-Pacifique, cofondatrice de Seldon Conseil. Vous enseignez également à Sciences Po Paris et à l'INALCO. Bienvenue à toutes les trois, donc un plateau exclusivement féminin ce soir. Avant de discuter, d'abord sachez que vous pouvez toujours participer à cette émission. Le hashtag, c'est toujours débat F24 à travers les réseaux sociaux. Et avant justement de démarrer cette discussion, je vous propose de faire un point en images sur cette rencontre Modi-Macron avec Laura Cambo. Narendra Modi est reçu sur le tarmac à Orly par son homologue française Elisabeth Borne, puis la garde républicaine entame l'hymne indien. Un accueil d'exception pour l'invité d'honneur du 14 juillet. Emmanuel Macron a décidé de faire les choses en grand pour sa visite. Des troupes indiennes défileront sur les Champs-Élysées pour la fête nationale et un dîner officiel avec plus de 200 invités se tiendra au cœur même du musée du Louvre vendredi. Dans un entretien donné aux Échos, le Premier ministre indien loue la relation entre la France et son pays. La France et l'Inde sont les deux principales puissances riveraines de l'océan Indien. Notre partenariat est donc vital pour la paix et la stabilité de la région Indo-Pacifique, que nous voulons libre, ouverte, inclusive, sûre et stable. Mais cette visite fait aussi grincer des dents. Minorités religieuses attaquées, opposition de plus en plus muselée, liberté de la presse chahutée. Pour une partie de la diaspora indienne installée à Paris et certaines ONG, Narendra Modi serait en train de prendre un tournant autoritaire. Alors, elle s'indigne qu'il soit traité avec tant d'égards. On n'est peut-être pas obligé de dérouler le tapis rouge pour le Premier ministre Modi, mais aussi de ne pas être silencieux sur les questions des droits de l'homme. Un partenariat stratégique doit être fondé sur des valeurs communes et la défense des droits humains devrait faire partie de ces valeurs communes. Avec cette visite, l'Élysée espère surtout signer de nouveaux contrats importants. Le ministère indien de la Défense a déjà donné son feu vert de principe à l'achat de 26 avions de combat Rafale. Tara Varma, Modi, invité d'honneur du défilé du 14 juillet. Pourquoi Emmanuel Macron va-t-il aussi loin dans les honneurs ? Alors, parce que la relation franco-indienne, on célèbre là aujourd'hui son 25e anniversaire, le partenariat stratégique en particulier. Donc l'idée vraiment, c'est qu'il y a 25 ans, la France a commencé à miser sur l'Inde et à entrevoir l'Inde comme un acteur essentiel dans la région. La relation s'est nourrie de contrats de défense et ensuite d'énergie nucléaire, d'espace, de cybersécurité, de biodiversité même maintenant. La France a envie de miser sur l'Inde. Dans un contexte où la rivalité systémique avec la Chine s'accroît et il y a la guerre en Ukraine, la guerre est de retour sur le continent européen, une rivalité de plus en plus forte avec la Russie, la France a envie de s'assurer d'un soutien d'un allié dans la région asiatique. Et donc, ces honneurs sont nécessaires. Enfin, ça fait partie du package. C'est pour célébrer ce 25e anniversaire et penser à la suite, en fait, préparer la suite des 25 ans.
Mélissa Levaillant, alors cette amitié de la France entre la France et l'Inde date d'un certain nombre d'années, 25 ans, mais on se souvient des images de Jacques Chirac en particulier. On va revoir ces images d'archives. Il est allé 3 fois en Inde, hein, c'était à l'époque de Singh. Est-ce que cette rencontre d'Emmanuel Macron et de Narendra Modi s'inscrit dans cette continuité ? Oui, complètement. On est vraiment dans la continuité du lancement du partenariat stratégique entre la France et l'Inde en 1998 avec la visite de Jacques Chirac à New Delhi. Et il faut souligner que justement en 1998, c'était un moment assez important puisque la France a lancé ce partenariat stratégique avec l'Inde à un moment où l'Inde était sous le feu des projecteurs puisqu'il venait de procéder à des essais nucléaires et la France était un des seuls États à ne pas condamner la politique nucléaire de l'Inde. Donc ça a vraiment été fondateur d'une relation de confiance très forte entre les deux États. Et la visite de Narendra Modi aujourd'hui en France s'inscrit vraiment dans cette continuité. Shomona Sinha, alors vous n'êtes pas tout à fait d'accord, hein, parce que vous avez participé et même organisé cette manifestation à 17h heure française place d'Iéna. Vous dénoncez carrément cette invitation de Modi. Pourquoi ? Oui, c'est un scandale absolu, c'est une trahison, parce que je comprends, j'entends les experts sur le plateau, je comprends bien les stratégies qui sont nécessaires. Nous sommes dans un monde capitaliste, que la souveraineté diplomatique soit un mot d'ordre du jour, soit que les contrats commerciaux fassent la loi, soit, mais le 14 juillet, c'est tout un symbole, on ne le salit pas. On est dans un pays de liberté, égalité, fraternité. Il y a des valeurs fondamentales sur lesquelles ce pays, qui est mon pays maintenant, ma France, mon pays, qui construit. Donc, un chef d'État, moi j'ai envie de demander à mon président, à notre président Emmanuel Macron, vous êtes français comment, Emmanuel Macron? Parce que c'est cette question-là qui a été posée. Qu'est-ce qui vous révolte le plus? C'est justement ces honneurs à l'occasion du 14 juillet. Oui, c'est le symbole. Absolument, oui, c'est symbole, mais aussi c'est que on ne peut pas. Votre question est tout à fait légitime. C'est comme si tous les autres jours de l'année, ça aurait été plus acceptable. En fait, c'est un ensemble des choses comme Tara Varma dit, c'est un package. Mais voilà, moi je suis plus dans l'offensif, je l'assume. C'est que oui, c'est un pays, il y a une dérive sectaire. L'Inde n'est plus la plus grande démocratie, ce n'est plus une démocratie. Et Narendra Modi, ce n'est plus une démocratie. Ce n'est plus une démocratie. C'est une démocratie illibérale, on dit. Moi, j'aurais même envie de dire, c'est démocratie illibérale, mais j'ai même envie de dire que Narendra Modi et son parti, sa milice fasciste RSS, ils ont ensemble décidé en train de mener le projet de transformer l'Inde en théocratie. Donc on s'inquiète quand il s'agit de théocratie en Iran. Et moi, là-dessus aussi, j'ai participé. Donc là, c'est plus d'une dérive dont vous parlez. C'est vraiment. C'est un projet, c'est un réunitoire, c'est un projet. Il y a le réécriture de l'histoire dans le manuel scolaire. Il y a un laboratoire pour former et fabriquer les enfants de la race aérienne. Donc, et puis, il y a dans toutes les régions, à part Kerala ou Bengale peut-être, pour des raisons qu'on peut comprendre, d'autres régions, il y a appel à lynchage, appel au meurtre, appel au viol des femmes musulmanes. Maisons, bâtiments, commerces des musulmans sont détruits, incendiés. Donc là, je trouve ça, c'est une trahison. 14 juillet, inviter Narendra Modi comme l'invité d'honneur, c'est un bras d'honneur. Tara Varma, peut-être vous pouvez réagir là-dessus. Alors peut-être qu'Emmanuel Macron va en dire un mot à Narendra Modi, on ne sait pas. Ce n'est pas en tout cas au menu pour l'instant. Hein. Je pense qu'il lui dira un mot. En fait, ce sont des sujets qui ont été soulevés lors de la visite de Narendra Modi à Washington, vous l'avez dit, il y a 3 semaines. Il a été reçu pendant 4 jours avec beaucoup d'honneur. Et de nombreuses ONG s'inquiétaient à juste titre que le sujet des droits de l'homme et des violations des droits de l'homme ne soit pas abordé. La manière dont Biden a procédé, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que du coup, il a forcé Narendra Modi à faire une conférence de presse publique, ce que Narendra Modi n'avait pas fait depuis 9 ans. Et donc, il ne l'a pas confronté sur les droits de l'homme publiquement, mais il l'a forcé à faire un geste qui était quand même un geste d'affirmation démocratique fort, ce que Narendra Modi a accepté de faire aux États-Unis. Ça n'est pas répliqué pour l'instant en France, mais il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans la presse indienne, dans la presse internationale. Il faudrait qu'Emmanuel Macron s'en inspire alors de cette méthode, de le mettre devant un parterre de journalistes qui soient interrogés sur cette question en particulier. Ce serait intéressant. Il y a aussi peut-être un body language, c'est que un langage corporel, peut-être pour éviter les accolades, peut-être pour éviter de l'appeler son... Des accolades, il y en a, on les a vus. Voilà. Pour appeler son frère, appeler un homme bon, si ce sont des commentaires soit irresponsables, soit délibérément provocateurs. Hein. Mélissa Levaillant. Je suis d'accord avec ce qui a été dit et je crois que là on est face à un enjeu de politique étrangère où il y a un choix qui a été fait de compromis entre un certain nombre d'intérêts et un certain nombre de valeurs et je crois que ce choix il est assumé pour les raisons que Tara a soulevées aussi en raison des intérêts stratégiques majeur et croissant entre l'Inde et la France. Alors on va y revenir bien sûr sur cette question de la démocratie, mais parlons aussi de ses intérêts politiques et économiques. Donc Paris-New Delhi lié depuis 25 ans, ce fameux pacte stratégique, et puis cette visite finalement, Tara Varma, qui pourrait aboutir à l'achat de 26
nouveaux Rafale version marine pour le porte-avions donc indien ainsi que des sous-marins. Donc ce n'est pas la première fois que l'Inde commande des Rafales, mais là manifestement ça va être clé dans cette visite. A priori, ça a été confirmé il y a quelques minutes. L'idée, c'est aussi de définir la relation au-delà de ces grands contrats qui sont essentiels, qui ont été fondateurs depuis 25 ans, on le sait. C'est assez essentiel. Un élément de la politique étrangère de l'Inde qui est important, c'est l'idée de l'autonomie stratégique. Ce qu'on comprend, la politique étrangère de l'Inde, elle se comprend à l'aune de deux objectifs. Diversifier tout son équipement militaire de la Russie et se prémunir d'attaques contre la Chine. Et donc son idée, c'est d'avoir des partenariats avec les États-Unis, avec la France, avec Israël, avec d'autres pays. Et elle va privilégier en partie l'industrie de défense française. Il y avait l'idée d'annoncer quelque chose d'assez grandiose. Là, c'est le cas, c'est confirmé. Et donc, mais l'idée, c'est d'annoncer d'autres choses aussi. On attendait l'annonce de ces grands contrats. On attend de voir ce qui va se passer d'ici à demain. Toujours dans cette autonomie stratégique. Donc peut-être que c'est cela, ce terme autonomie stratégique, qui rapprocherait un peu Emmanuel Macron, on peut dire, de Narendra Modi. Complètement. Une espèce de diplomatie opportuniste, multilatérale. C'est opportuniste en grande partie, évidemment, mais il y a vraiment ce concept d'autonomie stratégique est vraiment partagé entre la France et l'Inde, quels que soient, je dirais, les partis politiques qui ont gouverné en France comme en Inde. Les deux pays sont attachés à ce concept-là depuis des années. Et ce qui est important, c'est que ça les définit aussi dans leur rapport aux États-Unis. On a en France comme en Inde cette volonté d'avoir un partenaire américain très proche, une relation de défense qui s'approfondit et qui est croissante. Mais en même temps, il y a toujours ce rappel auprès des Américains de cet attachement à l'autonomie stratégique et cette idée de on va essayer de maintenir notre indépendance et on ne vous suivra pas coûte que coûte, notamment dans votre rivalité avec la Chine. On va écouter justement, vous avez mentionné cette visite de Narendra Modi à Washington et cette fameuse conférence de presse. Eh bien, on va écouter un extrait de ce qu'a dit à l'époque, donc c'était au mois de juin, le Premier ministre indien. Quand on parle de démocratie, s'il n'y a pas de valeurs humaines, s'il n'y a pas d'humanité, s'il n'y a pas de droits de l'homme, alors ce n'est pas une démocratie. C'est pourquoi lorsqu'on parle de démocratie, qu'on accepte la démocratie et qu'on vit la démocratie, il n'y a absolument aucune place pour la discrimination. Voilà la réponse, Shumona Sinha, à la question sur la démocratie. Ça, c'était au mois de juin, donc à Washington. C'est une plaisanterie. Ce monsieur, c'est un grand hypocrite. Il est moyennement intelligent, disons. Moyennement intelligent. Suffisamment intelligent pour être suffisamment hypocrite. Il a plusieurs masques. Et c'est le même monsieur avec ses acolytes, Amit Shah et d'autres. Il va faire l'appel de meurtre, l'appel au viol des femmes musulmanes, incendier les bâtiments des musulmans, des commerçants des musulmans dans le quartier. Plusieurs églises sont détruites. Mais ils viennent ici, ce discours-là, c'est quoi? Soit ils nous prennent pour les dupes, imbéciles, ou soit il est un petit peu imbécile aussi, parce qu'au bout d'un moment, on est obligé de reconnaître qu'il est en train de mentir. Il est en train de mentir à tout le monde. Mais l'Inde reste une démocratie. Il va y avoir des élections dans un an. C'est la manière qu'il a de se défendre aussi. Dans le Sud, eh bien, ce n'est pas... D'ailleurs, ils ont perdu les élections, son parti. Élections locales. J'aurais un peu plus de réserve là-dessus, de considérer l'Inde comme toujours comme une démocratie, parce qu'il est une autocratie. C'est une politique ultranationaliste, c'est une politique liberticide, c'est une politique génocidaire, je ne dirais pas fasciste, mais fascisante, qui est en cours actuellement. Et maintenant, question de la démocratie, oui, elle est rongée. Si vous voulez, il y a des poches encore où c'est encore possible de pratiquer la démocratie telle qu'on a connue ou telle qu'on aimerait que ça fonctionne. Mais non, il y a majeure partie des cas, on sait quelle politique Narendra Modi et son parti voudraient mener, voudraient appliquer. Tara Verma, donc ça veut dire quoi? Une sorte, effectivement, il y a une dérive vers la démocratie libérale, ça c'est un fait. Il y a des dérives, effectivement, autoritaires très claires. On voit que le gouvernement s'en prend à certains centres de recherche, le Center for Policy Research, qui était un think tank indien très connu, très réputé d'ailleurs, dont plusieurs gouvernements se sont inspirés de recommandations, qui est prise à partie. Et en même temps, on voit bien, comme vous l'avez dit, ils perdent des élections dans des États vraiment clés en Inde. Ils ne détiennent une majorité que dans 10 États sur 28. Et ils ont des coalitions dans 4 autres États, donc ils sont à peine à la majorité en réalité. Je pense qu'il y a une volonté hégémonique claire, mais qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Il y a plusieurs contre-pouvoirs qui jouent. Et c'est cela aussi qu'il faut valoriser, effectivement, dans la presse internationale, pour montrer que s'il y a des dérives, on peut encore les contrer. Tout l'enjeu, ça va être quand même vraiment l'enjeu de l'élection l'année prochaine, parce que ça fera 10 ans de Narendra Modi à la tête de l'Inde, 5 années de plus, 15 ans, ça change complètement le cycle électoral et la vie politique indienne.
En même temps, face à Modi, l'opposition n'est pas très forte. Donc il y a aussi un enjeu là-dessus à reconstruire une vie politique vibrante en Inde. Mélissa Levaillant, justement sur cette liberté de la presse, elle est aussi menacée en Inde depuis que Modi tient les rênes de ce pays. Oui, elle est menacée. Il y a énormément de rapports d'ONG, de think tanks européens qui ont établi la liste des indices par rapport à une série d'indices et de critères liés au régime démocratique et qui montrent qu'en termes de liberté de la presse, en termes de liberté d'association, de liberté des ONG, il y a énormément d'inquiétudes. Et évidemment, en termes d'attaques contre les minorités, c'est documenté, c'est présent et c'est inquiétant. Shomona Sinha. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Tara Varma tout à l'heure. Je suis surprise même que je sois d'accord avec elle ce point-là, même si je l'apprécie, évidemment. C'est que oui, effectivement, il y a l'enjeu des électoraux sur le terrain. Sont tels aujourd'hui qu'il ne faudrait pas avoir peur. Il ne faudrait plus voir BJP, Narendra Modi et sa milice fasciste RSS. Je répète sans cesse parce que voilà, il est important de le répéter. C'est que il faut pas les prendre comme la menace unilatérale. C'est qu'il y a des résistances, qu'il y a des nouveaux partis politiques, il y a des congressai qui essaient de mener une résistance, mais ce n'est pas encore gagné. On ne peut pas dormir sur ses deux oreilles, croyant que non, il a perdu. Il y a une grande base d'électorat des Indiens et parmi les classes populaires et parmi les élites qui sont absolument pro-Modi. Ils sont chauvins, c'est un chauvinisme qui est là. Critiquer Narendra Modi aujourd'hui encore, comme a dit Mélissa, c'est que Liberté de presse, j'ai envie vraiment de ne pas oublier, nous sommes toutes les 3-4 femmes, de Gauri Lankesh, journaliste Gauri Lankesh qui était anti-Modi, critique violente de Modi, qui a été assassiné. Plusieurs militants leaders locaux, on ne connaît pas leur nom, ils sont assassinés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ce n'est vraiment pas encore gagné. Et d'un côté, pour la liberté de presse, c'est presque totalement. Il est très mal classé le pays, hein, j'ai vu dans les classements de Reporters sans frontières. Voilà, exactement. Donc, pas dernier, mais pas loin. Donc voilà, oui, il faudrait apporter les bonnes nouvelles, il ne faut pas perdre l'espoir, mais c'est encore loin d'être gagné. Alors, et justement, et entre-temps, Narendra Modi, puisqu'il est toujours au pouvoir et il voudrait être leader, lui, du Sud global. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans une interview aux Échos. En tout cas, un tremplin pour ces pays du Sud global qui peut-être sont moins regardants à l'égard donc de démocratie ou pas côté indien. Il préside le G20. Est-ce qu'on peut dire, Mélissa Levaillant, qu'il est chef des BRICS aujourd'hui, justement pour contrer la Chine ? Non, je pense qu'aujourd'hui, Narendra Modi n'a pas les capacités d'être chef des BRICS parce que la Chine a une très forte influence dans les BRICS. Après, il faut remettre dans son contexte. Donc les BRICS, c'est un format d'abord à 4 puis à 5 qui s'est créé en 2004, qui a évolué. Et puis pendant plusieurs années, il a été plutôt délaissé du fait de la trajectoire croissante de l'économie chinoise, du fait des divergences croissantes aussi entre l'Inde et la Chine, et puis des aléas aussi entre l'Inde et l'Afrique du Sud. Donc il y a eu un certain nombre de divergences. Et puis on voit depuis 2 ans que la Chine essaye de relancer les BRICS, avec notamment une ouverture, un appel à ouvrir les BRICS à d'autres pays des Suds. Et donc pour l'Inde, là, elle est quand même face à un dilemme, parce que l'Inde ne serait pas forcément favorable à une ouverture des BRICS, et l'Inde est face à un dilemme de soutien. Il y a près de 19 ou 20 pays qui sont candidats à adhérer aux BRICS sous l'impulsion de la Chine, et l'Inde va quand même être obligée à un moment de prendre position sur ce dossier-là, mais je pense qu'ils vont essayer de retarder le plus possible. Tara Varma, vous êtes d'accord? Parce qu'on sait qu'il a cette ambition. En plus, comme il est aujourd'hui patron du G20, en ce moment, c'est une présidence tournante. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Mélissa Levaillant? Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une vraie tension d'ailleurs entre cette dérive autoritaire, nationaliste, tentation nationaliste dont on a parlé, et la vocation, en tout cas l'intention de Narendra Modi vraisemblablement, qui est que l'Inde incarne un lieu d'échange plus représentatif des équilibres mondiaux aujourd'hui. Je pense que les deux ne sont pas... On ne peut pas poursuivre les deux simultanément, donc il est confronté, lui, à cette tension. Mais je suis tout à fait d'accord. Pour l'instant, l'Inde n'est pas un leader. Pendant très longtemps, d'ailleurs, l'Inde a dit qu'elle n'avait pas particulièrement envie d'être un leader sur la scène internationale. Ça a changé. Ça a changé. Ça a changé, mais elle n'en est pas au stade. Elle n'a pas autant de partenariats avec la Chine. Enfin, je veux dire, même au niveau des échanges économiques internationaux, l'Inde ne se positionne pas du tout de la même manière que la Chine. Donc, elle a une ambition politique, je pense qu'il sert aussi les intérêts de Narendra Modi et qui sont quand même un peu en tension avec la situation politique intérieure. Un mot, Shomona Sinha, là-dessus, justement, sur sa volonté de devenir leader face à la Chine, leader de ce Sud global. Là, déjà, premièrement, j'ai une question. Moi, je suis écrivain, donc vous voyez, moi, je reviens toujours je m'attache aux mots. Donc, les mots sont importants pour moi. Je pense qu'il y a quelque part, j'ai l'impression, tout en étant plus ou moins d'accord, j'ai l'impression qu'il y a une marge de manœuvre quand les analystes laissent délibérément peut-être, qu'ils n'emploient pas le thème, tout à fait, vous voyez, ils n'emploient pas le thème génocide, ils n'emploient pas le thème autoritaire, un peu autorité, comme s'il y a une marge de manœuvre.
manœuvre. Il y a plus de marge de manœuvre. Il y a une politique autorité ultranationaliste qui est déjà en place en Inde. Et maintenant, pour l'ambition, oui, je peux comprendre qu'il y ait une ambition. Moi, particulièrement, je n'ai aucune solidarité ethnique. Donc, si l'Inde arrive à s'affirmer, l'Inde Narendra Modi s'affirmer, mais pour des mauvaises raisons, avec des mauvaises conditions, ça me désolerait beaucoup. Oui, mais alors justement, parce qu'elle est quand même en passe, d'un point de vue démographique, elle a dépassé la Chine, n'est-ce pas, Mélissa Levaillant. D'un point de vue économique, elle est 5e aujourd'hui, on dit qu'elle devrait devenir 3e, donc elle est quand même en train de devenir de plus en plus puissante. Donc quand vous dites finalement, et en plus elle a l'ambition, donc comment se fait-il que finalement la Chine soit encore largement devant ? Est-ce que la Chine redoute un peu l'Inde aujourd'hui ? Est-ce que la Chine redoute un peu l'Inde ? Je ne suis pas sûre, parce que si vous voulez, le déséquilibre aujourd'hui, l'asymétrie entre la Chine et l'Inde, il est énorme. La Chine a un budget militaire qui est 4 fois supérieur à celui de l'Inde. La Chine est le deuxième partenaire commercial de l'Inde, mais la balance commerciale est complètement déséquilibrée en faveur de la Chine. Donc la Chine n'a pas énormément de raisons autant d'avoir peur de l'Inde. En revanche, pour revenir sur cette question... peut-être, quand même. C'est puissance nucléaire aussi, officieuse, on ne l'a pas dit, mais... Oui. Et puis, il y a encore des tensions très fortes à la frontière, mais l'État provocateur est plutôt la Chine. Il y a eu un incident frontalier au nord-est de l'Inde, à Galwan, et il y a encore plusieurs points de tension qui ne sont pas résolus. Donc, ce sont des rivaux, mais ce sont aussi des partenaires commerciaux, et il y a une asymétrie extrêmement forte en faveur de la Chine dans cette relation. Alors, vous êtes d'accord. Alors, du coup, est-ce que ça ne fait pas basculer en ce moment, parce qu'il y a cette rivalité avec la Chine, l'Inde plutôt du côté des États-Unis ? On a vu donc il a été invité, donc invitation d'État à Washington. Et puis, il y a ce fameux Quad, donc cette alliance pour la région Indo-Pacifique, avec d'ailleurs le Japon, l'Inde et les États-Unis. Donc, est-ce que finalement, l'Inde se rapproche des États-Unis aujourd'hui ? C'est tout l'enjeu. Je pense qu'effectivement, il y a quand même une rivalité avec la Chine. L'Inde a été profondément traumatisée par la guerre de 1962 que la Chine avait déclenchée et que l'Inde a perdu très clairement. Donc il y a quand même, je dirais pas un désir de revanche, mais en tout cas la volonté de se prémunir de nouveau contre des velléités chinoises. On voit beaucoup les choses de manière binaire. Donc si l'Inde est contre la Chine, elle sera pour les États-Unis et pour l'Occident. Ce que l'Inde cherche à dire beaucoup, c'est qu'elle fera ce qu'elle appelle maintenant du multi-alignement, c'est-à-dire qu'elle va continuer à coopérer avec un certain nombre d'acteurs. Elle est extrêmement dépendante encore de la Russie en termes d'équipement militaire. Elle l'était quasiment à 80% il y a 40 ans. On reste dans l'ordre de 50-60%. L'Inde observe ce qui se passe en Ukraine. Elle voit que donc, non seulement les équipements militaires que la Russie lui a fournis ne fonctionnent pas très bien, certains sont même obsolètes, et la Russie n'est pas en mesure de fournir la maintenance qu'elle a promis à l'Inde, enfin en tout cas pour laquelle l'Inde paye. Donc il y a une vraie inquiétude de l'Inde sur sa capacité à se défendre éventuellement contre la Chine et une volonté de diversifier vis-à-vis de la Russie. Mais pour autant, l'Inde va continuer à dire qu'elle ne choisira pas un bloc. Elle va essayer de travailler avec de multiples partenaires. C'est quelque chose qui a été assez difficile d'ailleurs pour nous à comprendre en France et aux États-Unis aussi. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, on a attendu de l'Inde une dénonciation très forte de cette invasion et de la violation de l'intégrité territoriale ukrainienne. L'Inde a été extrêmement prudente. Elle l'est un petit peu moins maintenant. Le ministre des Affaires étrangères indien a rencontré Sergueï Lavrov, son homologue russe, aujourd'hui. Il a parlé des potentielles coopérations, mais également, il a dit qu'il avait abordé très ouvertement la question du conflit avec l'Ukraine. C'est une évolution sensible de la position de l'Inde vis-à-vis de la Russie. Et peut-être une discussion d'ailleurs qui aura lieu aussi à Paris. On va justement écouter Narendra Modi sur l'Ukraine. Dès le début des événements en Ukraine, l'Inde a mis l'accent sur la résolution des conflits par le dialogue et la diplomatie. Nous sommes tout à fait disposés à contribuer de quelque manière que ce soit au rétablissement de la paix. Shobhana Sinha, alors justement, faiseur de paix, Narendra Modi, on sait déjà que vous allez dire non, mais en tout cas, mais c'est tout ça c'était à Washington, je pense que c'est un marionnette. Je me demande si c'est quelqu'un vraiment derrière cette pose au visage et dans le corps, il y a quelqu'un de l'être humain vivant. On sent que c'est l'écrivain qui parle. C'est vraiment une marionnette. Et j'aurais juste envie de dire, comme tu as dit tout à l'heure, Mélissa aussi, l'Inde a toujours fait ça, dans le langage un peu cru, le langage d'écrivain et aussi mais politisé, c'est qu'on disait que l'Inde faisait
exemple, la prostitution depuis son indépendance. L'Inde a toujours fait la courbette devant les États-Unis et en même temps avec l'URSS et l'URSS. Donc ça continue. C'est la même lignée. L'Inde essaye de s'incliner ou serrer la main avec tous ceux qui sont partenaires stratégiques. Ça, on a c'est compris. pas nouveau donc. Non, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Mais c'est-à-dire, la question, c'est que je ne pense pas que dans les années 70, sauf qu'il y a une période 70, c'était assez sanglante, mais par la suite, je ne pense pas que Congress parti de Indira Gandhi, que je critiquais beaucoup quand le parti du Congrès, Congrès, menait une politique hindouiste hégémoniste comme ça. C'est de jamais vu. C'est pour la première fois. Et aussi, une deuxième chose que j'ai envie de dire, quand on parlait tout à l'heure avec la Chine, moi, j'ai envie d'évoquer que l'Inde commence avec un handicap, c'est qu'il y a 22 langues officielles en Inde. Il y a autant d'États chaque État a son propre gouvernement. C'est presque un système fédéral. Donc, il n'y a pas unité. Vous voyez ce que je dis? Et ça, c'est une faiblesse ou ça peut être un atout aussi? C'est un atout, c'est une faiblesse, mais pour rassembler, si vous voulez, et pour Modi, c'est difficile, pour rassembler, pour mener aujourd'hui une Inde entière, BJPiste ou hindouiste, c'est un projet ambitieux, mais ça ne va pas être aussi facile que ça. Et en même temps, mais les résistances aussi, ça sera fragmenté. Et dans la scène internationale aussi, ce que vous voyez comme la Chine, comme un bloc, c'est parce qu'il y a une unité de langue, une unité aussi, héritage communiste, de régime communiste qui continue toujours. C'est ça la vraie différence. C'est la vraie différence. Donc, dans ce sens-là, on parle avec vraiment deux caractéristiques vraiment nettement différentes de nations. Ministre Levaillant, et on va revenir sur ce concept de nation, mais sur l'Ukraine en particulier, est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, l'Inde, Narendra Modi peut jouer un rôle en particulier? Je ne sais pas s'ils prétendent à jouer un rôle en particulier. Aujourd'hui, les puissances occidentales sont plutôt tournées, s'interrogent plutôt sur le rôle que pourrait jouer la Chine par rapport à l'Ukraine, et ça inquiète l'Inde. Donc peut-être qu'il prendra la parole là-dessus, peut-être qu'il s'impliquera un peu plus là-dessus. Mais ce qui est intéressant sur l'Ukraine... Il pourrait finir par condamner la Russie carrément ou Non. Et c'est ça qui est intéressant sur l'Ukraine, et je pense que c'est du point de vue du gouvernement indien, c'est un succès de la diplomatie indienne, c'est qu'ils ont réussi à faire entendre leur voix auprès des pays occidentaux qui étaient au début très déstabilisés par la prise de position indienne, et à leur faire comprendre en fait pourquoi ils prenaient cette position par rapport à la Russie, de ne pas condamner directement la Russie, même s'ils sont loin de soutenir le conflit. Mais c'est vraiment lié à la dépendance indienne par rapport à l'armement russe. C'est aussi lié au pétrole également, non? Oui, au pétrole. Et puis les Indiens ont beaucoup profité, entre guillemets, de la guerre en Ukraine, puisque les importations de pétrole russe sont passées de 2% à 20% en Inde, donc c'est énorme. Et puis, pour l'Inde, il y a aussi toujours ce facteur chinois. Et si l'Inde commence à condamner la Russie, elle prend aussi le risque d'amener la Russie encore plus dans le giron chinois. Et je pense que les pays occidentaux ont compris ce positionnement indien, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui Joe Biden et Emmanuel Macron reçoivent Narendra Modi. C'est aussi pour montrer l'engagement des pays occidentaux à aider l'Inde à diversifier ses partenariats, et notamment dans le domaine de la défense. Permettez-moi de dire juste un mot à propos de la solidarité ou de manque de condamnation frontale vis-à-vis de la Russie de la part de l'Inde, de Narendra Modi ou de Modi. C'est que ça me rappelle quelque chose, rapidement parlant, c'est que n'oubliez pas, en France, Marine Le Pen et son parti d'extrême droite, on les nomme comme extrême droite, j'espère que c'est permis, donc parti de Marine Le Pen et extrême droite, eux, ils sont très, très, très en faveur de ce qui se passe en Inde, Narendra Modi. Ils le soutiennent. Donc, quand on parle de ce... Vous voyez ce que je dis? Marine Le Pen a son soutien auprès de la Russie, qui est pro-Poutine, et que si ces mêmes partis, mêmes partisans, mêmes leaders électorats soutiennent également Modi et sa politique. Donc ce n'est pas un hasard. Donc il y a quelque chose dans le monde entier en train de se... Donc vous dites que c'est peut-être pas forcément un jeu très gagnant pour Emmanuel Macron, c'est ce que vous dites là. Surtout, je dis que tous les criminels de guerre se reconnaissent en ce moment entre eux, j'ai l'impression. Et Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à s'associer à un criminel de guerre qui s'associe par d'autres biais avec Marine Le Pen et avec Poutine. Donc voilà, il faut rester vigilant là-dessus, je pense. Tara Varma, un mot sur le climat et aussi sur cette croissance et cette pollution en Inde. On voit constamment des images. Est-ce que c'est un sujet qui pourrait justement intéresser les partenaires de l'Inde? On sait qu'il y a des négociations sur le climat. Est-ce que l'Inde peut être un acteur majeur? Elle peut l'être. Alors avec la France, il y a le partenariat pour l'Alliance solaire internationale, la volonté de développer un certain nombre de panneaux solaires de manière alternative et travailler sur des questions climatiques. Après, l'Inde revendique beaucoup, comme un certain nombre de pays en développement, le fait de pouvoir en réalité polluer
comme les pays développés aujourd'hui l'ont fait dans le passé et en ont profité pour leur croissance. Et c'est là où on a une vraie différence de vue, enfin des vraies divergences. Au moment où l'Union européenne a annoncé le Green Deal, qui a été en fait une manière de déployer sa politique étrangère en favorisant des enjeux environnementaux, l'Inde et d'autres pays ont dit que l'Union européenne se mettait dans une espèce de forteresse verte et qu'elle empêchait les pays en développement de se développer comme ils le voulaient. La question du développement économique, elle est essentielle. Donc, c'est un sujet qui est moins politique en Inde qu'ailleurs, qui pourrait monter. D'ailleurs, ça pourrait être un sujet aussi pour le Parti du Congrès à faire émerger, parce qu'il y a un vrai enjeu de société en Inde là-dessus, un sujet de santé sur la pollution, absolument. Pour l'instant, c'est un sujet qui est relativement peu politisé. Mais il est peu politisé encore, ce sujet. Oui, sur la pollution, alors qu'on a vu des images, ça fait des années qu'on voit des images, que c'est pas seulement à New Delhi, enfin, entre les images d'inondations, de pollution, enfin, ça bat des records. Alors, c'est peu politisé en interne. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que Narendra Modi et sa diplomatie, aujourd'hui, utilise quand même la diplomatie du climat comme un objet de coopération. Il y a des discussions qui sont en cours avec la France sur l'Alliance solaire internationale, sur la question des énergies renouvelables, sur l'usage du plastique, sur la condamnation de l'usage de plastique, de plastique à usage unique. Donc ça, avec différents pays, avec les Émirats arabes unis, avec Israël et les États-Unis aussi, il y a des discussions pour investir dans des fonds sur les énergies renouvelables également. Donc ce qui est intéressant, c'est que Narendra Modi s'empare quand même de ce sujet-là en termes diplomatiques. Mais est-ce qu'il y a une action politique tout de même pour justement réduire les taux de pollution, pour investir dans l'industrie verte? En interne, ça reste extrêmement compliqué. Oui, l'écrivaine pourrait justement se lever. Non, ça me rappelle, je vous écoutais évidemment attentivement, ça m'a rappelé que pendant la période de Covid, vaccination, etc., on était tellement... il le met en avant, Narendra Modi, en disant que c'était un succès, la vaccination en Inde. Oui, c'est le cas. Remarquez comme c'est étrange, c'est pendant le Covid, il y a des leaders de BJP, leaders religieux, ont organisé les beuveries collectives. Beuverie de quoi? Pas du thé, pas du chai, mais les beuveries de l'urine de vache. Parce qu'ils considéraient que boire de l'urine de vache, ça allait guérir le Covid. Et ça c'est censé les leaders politiques qui sont les collègues de parti de Narendra Modi. Donc ils sont là, ils ont organisé ces beuveries collectives de l'urine de vache en Inde, en propageant que c'est comme ça, en s'en nageant, on se badigeonnant de la bouse de vache. C'est un fait, ça s'est passé comme ça. Donc moi j'ai l'impression vraiment, on vit dans d'autant, j'ai vraiment l'impression de vivre de la science-fiction. C'est comme s'il y a un langage feutré, diplomatique, de stratégie, etc., par les spécialistes, par les analystes. Je respecte leur travail, et c'est un travail de toute une vie remarquable, mais je pense qu'il y a quelque chose de délibérément ou inconsciemment déconnecté de la réalité de l'Inde, ce qui se passe en Inde, ce qu'ils projettent comme un discours à l'international quand ils visitent et ce qui se passe en Inde réellement. Un mot justement sur ce qui va se passer ce 14 juillet. Donc il va y avoir ce défilé, invité d'honneur Narendra Modi, on le disait au début de cette émission. Et on va regarder ensemble l'extrait d'un reportage sur justement l'armée indienne qui va être présente, qui va défiler. Il me semble qu'il y a 240 militaires indiens qui vont défiler dans Paris. D'ailleurs, c'est pas la première fois. On va regarder un extrait. Une semaine avant le grand jour, les troupes indiennes se sont envolées pour Paris. Nous les avons rencontrées alors qu'elles enseignaient un cri de guerre à des étudiants d'une académie militaire française. Avec des coups sous leurs bottes pour l'effet sonore et un balancement des bras pour le moins enthousiaste, le style diffère grandement de celui des troupes françaises. Il faut donc se mettre à l'équerre, regarder droit, et ensuite c'est une question de... Et c'est comme ça. En fait, c'est assez facile. Souvent, les Français nous ont approchés avec un sentiment de perplexité, se demandant comment on peut y parvenir. Nous y parvenons parce que cela fait partie de notre formation de base. Ce n'est pas quelque chose que nous avons répété pour ce défilé, c'est la façon dont nous marchons. Donc cela vient naturellement pour nous. L'Inde importe des armes et du matériel militaire de France depuis des décennies. Mais depuis 5 ans, Paris est devenu le deuxième fournisseur de l'Inde, derrière la Russie, mais devant les États-Unis. On revient donc sur cette relation avec la France, relation militaire. C'est important en fait ce qui se passe là, c'est symbolique d'avoir un certain nombre de militaires indiens qui vont défiler le 14 juillet. Oui, c'est symbolique et politique aussi. Enfin, il y a quand même une volonté d'intégration, de démontrer que ce partenariat...
encore une fois, s'il est fondé sur en partie ses contrats de défense, il va aussi au-delà de ça. Et l'idée de porter l'Inde un peu sur un piédestal, de dire que c'est un partenaire particulier, un partenaire auquel on a envie d'accorder une importance certaine, on a envie de le montrer au reste du monde. Et d'ailleurs, finalement, la séquence pour Narendra Modi, on verra comment les choses se passent d'ici à demain, mais se dire que fin juin, il était aux États-Unis, il a été reçu en grande pompe, il est reçu en grande pompe ici aussi, ça lui donne un peu de cachet vis-à-vis de ses autres partenaires, et notamment vis-à-vis de Poutine. En fait, on attend de lui qu'il joue un rôle un peu spécial, parce que dans le cadre de la guerre en Ukraine, alors on compare aussi beaucoup les actions indiennes, les actions chinoises. Xi Jinping, il a mis 15 mois à appeler Volodymyr Zelensky, alors que c'était une demande de Zelensky récurrente que la Chine joue un peu l'intermédiaire entre les deux. On sait que le président chinois est un peu le seul leader international aujourd'hui à avoir accès à Vladimir Poutine. Finalement, à la fois les États-Unis, la France et l'Europe comptent sur l'Inde pour influencer Poutine, en tout cas le convaincre de mettre fin à la guerre. Donc il y a ce jeu qui se joue un peu. Narendra Modi, il a parlé 5 fois à Zelensky depuis le début de la guerre déjà. Et combien de fois à Poutine ? Un peu plus. Un peu plus. Donc Mélissa Levaillant, il y a peut-être une carte à jouer malgré tout. Et on revient justement à ce côté militaire qu'on vient de voir là sur ces images. Il y a peut-être une carte à jouer, on verra. C'est un rôle que l'Inde, jusqu'à présent, n'a jamais voulu prendre. Ça, c'est un fait, et ce sera un vrai changement dans la politique étrangère et de défense de l'Inde. Jouer ce rôle de médiateur, c'est pas un rôle que l'Inde a pris. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que si l'Inde revendique aujourd'hui et assume beaucoup plus ce rôle de leader et de puissance mondiale sur la scène internationale, si l'Inde est reçue en grande pompe et par les États-Unis et par la France, peut-être que ça peut entraîner un changement. En revanche, jusqu'à présent, on ne l'a jamais vu. Sur la question de la coopération militaire, c'est intéressant de dire que l'objectif aussi de cette visite, c'est d'aller au-delà des contrats d'armement. Voilà, au-delà des Rafales. Au-delà des Rafales. On parle aussi de la potentielle vente de 3 sous-marins Scorpène. La France en avait déjà vendu 6. Il y a aussi la coproduction de moteurs d'hélicoptères et d'avions. Donc il y a énormément de contrats d'armement. Mais et est-ce que ça veut dire partenariat aussi dans l'Indo-Pacifique entre la France et l'Inde ? Parce que c'est ça. C'est ça qui est aussi structurant. Et l'objectif, c'est aujourd'hui de se projeter au-delà des contrats d'armement. Le partenariat entre la France et l'Inde sur l'Indo-Pacifique, il est en cours depuis 2018. Et là, l'idée, c'est vraiment d'approfondir ce partenariat avec des nouveautés et des choses que la France et l'Inde n'ont jamais fait. Par exemple, explorer des pistes de coopération dans des États tiers en Indo-Pacifique pour faire des projets de développement dans le numérique, dans les énergies renouvelables. Donc il y a vraiment l'ambition d'aller encore plus loin dans le partenariat que ce qui a été fait jusqu'à présent. Là, on n'est pas juste dans l'armement, justement, ça va beaucoup plus loin. Shomona Sinha, votre réaction sur ces militaires indiens ? Oui, justement, mais je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il a été reçu en grande pompe aux États-Unis. C'est le début. C'est une visite d'État. Et voilà, c'est les décors, c'est le langage protocolaire diplomatique, on a bien compris. Mais oublions pas qu'il a été largement, amplement critiqué aux États-Unis même. Lors de sa conférence de presse, quand il y a une journaliste américaine d'origine indienne lui a posé la question et comment elle a été chahutée, comment elle a été harcelée par la suite, lynchée par la suite par les meutes d'extrême droite. Et puis, n'oublions pas que, bon, on le sait, que Narendra Modi, pendant 10 ans, il était interdit de visa quand Obama était au pouvoir. Ensuite, justement, il était paria à l'époque, il faudrait le rappeler, parce qu'il y avait eu effectivement... Il a fait Howdy Modi avec ces émeutes Donald dans Trump. le Gujarat, c'était ça. Exactement. Il a fait Howdy Modi avec... Donald Trump l'a invité au Texas, au stade de Texas, pour faire Howdy Modi en grande pompe. Ensuite, Trump est invité en Inde. C'est juste pour dire que n'oublions pas, ne se leurrons pas avec cette idée-là qu'il est reçu en grande pompe. Il est largement critiqué. Même, parlons aux États-Unis, maintenant parlons de la France, les médias français, les tribunes, les politologues, les journalistes, les écrivains, tous les journaux, tous les médias critiques savent parfaitement bien qui est Narendra Modi, qui est sa politique. Donc, c'est vraiment impossible de ne pas prononcer un mot là-dessus et faire un débat comme si rien de tel se passait ici. Vous attendez à ce qu'il se passe quelque chose, en tout cas là-dessus en France. Tara Varma, alors effectivement critiqué sur les actions contre les droits de l'homme, enfin bon, partenaire particulier, on le voit, vous le mentionniez il y a un instant, Mélissa Levaillant, et dans l'Indo-Pacifique, effectivement, c'est un partenaire qui peut devenir clé pour la France, l'Inde. Oui, bien sûr. Le partenariat, il est noué entre la France et l'Inde. Donc, il a été noué à l'époque avec Jacques Chirac. Ça s'est poursuivi avec un certain nombre d'autres leaders français et indiens. La question maintenant, c'est qu'on décide de miser sur l'Inde de Modi. Et donc, évidemment, il y a un enjeu à soulever. Shomona Sinha l'a très bien fait. Alors qu'il était paria il y a 10 ans. Alors qu'il était paria il y a 10 ans. Et en fait, il y a une couverture de presse, je trouve, assez claire là-dessus, qui est très présente. C'était très présent aux États-Unis, c'est très présent en France aussi. Je pense que s'il va ailleurs en Europe, ce sera les mêmes réactions qui émergeront et les mêmes questions sur est-ce qu'on a raison de le faire ou pas. Il faut se poser cette question-là. En même temps, il y a aussi des enjeux stratégiques auxquels il faut penser. L'Inde
dépasse maintenant la Chine en termes démographiques, a une économie qui grandit. Elle ne va pas se substituer à la Chine, parce que l'Inde, elle n'est vraiment pas du tout intégrée dans les chaînes de valeurs internationales, comme l'est la Chine. Elle aspire pas tellement à ça, elle aspire pas à être l'usine du monde. Ce qu'elle veut, c'est nouer ses partenariats numériques, en particulier avec les États-Unis. Et en l'occurrence, c'est les entreprises techno-américaines qui vont maintenant sécuriser leur chaîne d'approvisionnement en Inde et quitter la Chine pour l'Inde. C'est ça la stratégie américaine. Mais du coup, il faut se poser absolument ces questions-là. Mais en fait, l'idée, c'est le partenariat qui se noue entre deux pays et donc de miser sur un pays où Narendra Modi ne sera plus Premier ministre à un moment donné. C'est aussi ça l'enjeu. Et ça, on le saura donc dans un an. Un mot quand même sur la puissance nucléaire de l'Inde. Ça, c'est resté toujours officieux. Pourquoi ? On sait qu'elle n'a jamais signé ce fameux traité de non-prolifération, l'Inde. Et pourquoi est-ce qu'on dit le Pakistan et l'Inde ont l'arme nucléaire, mais ça n'est jamais officiel ? Alors pour l'Inde, c'est quand même, ça a été officialisé notamment à l'initiative des Américains, parce qu'à partir des années 2000, il y a vraiment il y a eu des tensions entre 98 et le début des années 2000 entre l'Inde et les États-Unis du fait du recours à la force nucléaire par l'Inde, de ces essais nucléaires indiens. Mais à partir des années 2000, il y a vraiment eu un rapprochement stratégique de la part des États-Unis et une réussite c'était aussi le BJP à l'époque, de se positionner comme puissance nucléaire responsable. Et l'Inde est aujourd'hui considérée par les puissances occidentales comme une puissance nucléaire responsable. Donc même si elle n'est pas signataire du traité de non-prolifération, elle a signé un accord de coopération sur le nucléaire civil avec les États-Unis, ce qui fait qu'elle peut commercer dans le nucléaire civil alors même qu'elle n'est pas signataire du traité de non-prolifération. Et est-ce que ça vise le Pakistan, justement ? Parce que est-ce que le Pakistan aussi est une puissance nucléaire maintenant reconnue ou pas ? C'était clairement contre le Pakistan qui recevait en fait un certain nombre de technologies, notamment de la Chine. Ce que Indira Gandhi, la première ministre de l'époque, avait dit, c'était qu'elle voulait que l'Inde soit une puissance nucléaire pacifique, qui avait une vocation pacifique au fait d'avoir l'arme nucléaire, afin que ça dissuade le Pakistan. Il y a eu une volonté, quand ça a été le BJP à l'époque en 1998, de démontrer au monde entier que l'Inde avait l'arme et qu'elle n'avait pas l'intention d'en faire un premier usage. Et donc, une fois que ça a été accepté, c'est Manmohan Singh, le Premier ministre du Parti du Congrès à l'époque, qui a négocié âprement le deal avec les États-Unis, justement pour permettre à l'Inde d'entrer, d'avoir une place unique dans le système de non-prolifération, où on a accepté que l'Inde était cette puissance nucléaire responsable. On a créé un statut spécial. Il donne aussi un statut de puissance. Tout à fait. Et un statut un peu unique. Et l'idée, c'est aussi évidemment de pouvoir commercer avec l'Inde là-dessus. Allez, Shimona Sinha, vous avez le dernier mot. Qu'attendez-vous là ? Il reste donc 48 heures. Sanctions. 14 juillet. Déclaration, pardon, je vous coupe la parole. Vous avez un peu compris que je suis un peu remontée quand même, un peu énervée. Excusez-moi. Non, mais c'est juste pour dire que non, oui, merci pour votre dernière question. C'est un message clair, une déclaration claire, sanctions claires pour dire où sont les limites à ne pas dépasser, où sont les droits d'auteur, droits humains sont bafoués en Inde. Il faut vraiment là-dessus que notre président Emmanuel Macron lui rappelle les choses clairement, nettement. Et à ce moment-là, peut-être qu'on aura une petite lueur d'espoir. Merci en tout cas, Shimona Sinha, d'avoir été avec nous, Mélissa Levaillant et Tara Varma. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et vous restez bien sûr avec nous sur France 24.